Salut à tous, c'est Vino pour le CPRM pour cette nouvelle série de vidéos CPRM Academy Online qui vont être des vidéos stratégiques parlant vraiment de tout et de rien. Tout d'abord, je tenais à m'excuser donc auprès de tous ceux qui attendaient d'avoir leur table finale commentée sur le CPRM Online. Ça me prenait vraiment beaucoup de temps, ça prenait 5-6 heures par vidéo pour monter le format 30 minutes. Donc je vous avouerai que j'ai pas eu vraiment le temps et que dès qu'il y a eu 2-3 tables finales de retard, bah j'ai pas pu rattraper ce retard. Donc je m'en excuse. Je vais essayer de mettre au moins les tables finales puisque j'ai encore tous les enregistrements en fait sur mon PC. Je vais essayer de mettre les tables finales peut-être sans les commentaires, mais enfin voilà, je vais essayer de les mettre. Je m'en excuse encore une fois. Par contre, je me lance dans une nouvelle série de vidéos donc qui vont être placées sous le signe de la stratégie. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas totalement mon parcours poker, en gros, j'ai commencé le poker il y a 3 ans. J'ai à peu près donc, si on compte tous les retraits, et encore l'argent qui reste sur ma bankroll, j'ai environ à peu près 3000 ou 4000 euros de gains de mémoire. Donc je pense avoir un niveau à peu près correct, donc je pense pas apprendre des choses qui vont révolutionner le poker non plus, hein. J'ai jamais joué au-dessus d'un tournoi bon, à part via des satellites où j'ai joué quelques tournois à 100 euros, mais sinon mes tournois réguliers c'est 10 euros et en dessous, et en cash game, à part des shoots et occasionnels, pardon, en NL25 ou NL50, je n'ai jamais vraiment dépassé de façon régulière la NL10. Donc voilà. Maintenant, je pense avoir des connaissances théoriques qui peuvent aider certains. Et surtout, en fait, l'objectif de ces vidéos, ça va être, on va prendre un joueur qui déciderait de déposer, puisqu'en fait, dans le club, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent quasiment que des free rolls. Euh, et que bah, même si contrairement à la plupart, je pense pas que des free rolls c'est du loto, il y a moyen vraiment de se construire une bankroll à partir de free roll, et de se construire au moins un bon capital de départ d'une dizaine d'euros. Malheureusement, c'est pas comme ça qu'on progresse. Il faut jouer un peu plus en argent réel, jouer face à en fait, pour progresser, il faut jouer de toute façon face à des joueurs meilleurs que soi. C'est triste à dire, ça fait perdre de l'argent, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on apprend, du coup, bah, sans monter de limite, bah, on finit par stagner. Donc le principe, ça va être de prendre un joueur qui déciderait de déposer 10 euros sur son compte poker, donc sa bankroll, et essayer de lui inculquer en fait toutes les bases en suivant en fait en gros, ma ligne de conduite là, ça va être, bah, on prend 10 euros, on commence par grinder les sit and go au départ. Ensuite, on s'oriente un peu plus vers le cash game, on apprend au moins la stratégie de base de la stratégie du petit tapis. On apprend à jouer deep stack et ainsi de suite. Donc voilà, ça va être, pour l'instant, ces termes vous parlent peut-être pas beaucoup, mais l'idée ça va être ça, ça va être prendre un joueur de 10 euros et essayer de lui faire monter une bankroll conséquente d'environ au moins 500 euros sans souci, peut-être même plus pour ceux qui comprendront assez vite et qui seront suffisamment bons. Alors tout d'abord, premier concept qui me semble indispensable selon moi, c'est le bankroll management. Donc qui est souvent désigné par ces anagrammes de BKM, BRM, BM, BMW, enfin bref. Donc tout d'abord, pourquoi un bankroll management? Alors, tout d'abord, contrairement à ce que la plupart pourraient se dire maintenant, d'après ce que j'ai entendu, le poker est bel et bien un jeu de chance. C'est triste à dire, mais vous pouvez vous appeler Phil Ivey, tomber contre le pire des mauvais joueurs de la Terre. Vous pouvez partir à tapis avec Pernas contre 7 et 2. Le fait est que si le flop tombe 7-2 avec 3 autres cartes insignifiantes, bah, votre adversaire a 2 paires, vous avez Perdas, et ma foi, vous avez perdu le coup et le pot. Du coup, si toute votre bankroll est sur la table, et vous n'avez plus rien. Donc c'est là que la notion de bankroll management rentre en compte.
il vous faut une réserve d'argent pour encaisser tous ces coups durs. Et c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, comment le bankroll management marche? Alors, pour résumer, en gros, ça part d'une formule mathématique assez compliquée. En gros, c'est le logarithme, si je dis pas de bêtises, le logarithme du risque de ruine multiplié par le standard déviation au carré, divisé par votre win rate. En gros, quelque chose de bien compliqué. Pour résumer, il y a 3 facteurs à prendre en compte. D'abord le risque de ruine, le win rate et le standard déviation. Alors je vous rassure, on va développer tout de suite après ces 3 facteurs, mais c'est vraiment les 3 paramètres à prendre en compte. Donc tout d'abord le risque de ruine. Alors il faut savoir que en gros c'est le seul paramètre sur lequel vous avez un contrôle. Vous n'avez aucun contrôle sur le win rate. Donc le win rate, pour ceux qui ne maîtrisent pas bien l'anglais, c'est une traduction littérale en gros de taux de gain. Donc vous n'avez aucun contrôle sur ce win rate à part en jouant mieux ou en jouant moins bien, mais on cherche quand même à jouer du mieux possible à chaque fois. Donc en gros ça va être juste le win rate, vous n'avez aucun contrôle dessus, et le standard déviation, vous avez absolument zéro contrôle. Donc le risque de ruine, c'est le seul paramètre que vous allez pouvoir fixer dans votre bankroll. Donc il détermine les risques que vous souhaitez prendre. Alors est-ce que si on reprend le cas du joueur qui dépose 10 euros sur sa salle favorite, en gros, est-ce qu'il va pouvoir déposer régulièrement 10 euros si jamais il perd tout? Le but du jeu évidemment n'est de pas redéposer, mais on peut avoir envie d'essayer quelque chose de plus agressif qui va nous permettre de monter plus rapidement de limite. Ou à l'inverse, on peut décider qu'on n'a pas envie de déposer 10 euros toutes les 2 semaines, et du coup on va prendre un bankroll management plus conservateur. Donc 1% est assez standard, c'est ce qui est conseillé par la plupart des sites que vous allez voir sur internet. 0,1% c'est vraiment très très conservateur, je le conseille à personne, puisque en fait vous allez enfin à part si vous souhaitez, à part si vous êtes pro, auquel cas là je peux comprendre qu'on utilise ce genre de bankroll management, mais 0,1%, le souci va être, j'ai utilisé moi-même ce risque de ruine pendant très longtemps, et le souci en fait est que vous allez acquérir des connaissances qui vont être assez inutiles pour votre limite, donc vous allez stagner un petit peu inutilement. 5% est assez agressif, c'est celui que j'utilise actuellement, parce que j'ai pris cette habitude de réussir à redescendre de limite assez facilement. Donc si jamais je perds beaucoup d'argent, ça me dérange pas de redescendre de limite. Et, donc j'arrive à me tenir assez facilement à mon bankroll management. Et 20% est très agressif, donc là c'est vraiment un petit peu une sorte de bankroll management test en fait, pour vraiment voir si vous êtes, ça peut être une bonne idée pour voir si vous êtes capable de vous tenir à votre bankroll management et ne pas rester à la limite du dessus dans l'objectif de se refaire. C'est vraiment la pire des choses à faire. Donc 20% très agressif, et celui-là aussi je le conseille un peu à personne. Donc en gros, plus votre risque de ruine va être élevé, et moins vous allez avoir besoin d'argent pour vous installer une table. À l'inverse, plus il va être élevé, plus vous risquez de vous broke et de devoir redéposer une somme d'argent sur votre compte bancaire. Donc encore une fois, contrairement à ce que vous allez pouvoir lire sur les sites internet, donc généralement on vous conseille par exemple pour le cash game de prendre 20 caves et d'augmenter au fur et à mesure que vous montez de limite. Donc ça, c'est généralement un risque de ruine de 1%. Mais selon moi, il faut mieux que vous ayez un bankroll management personnel. Déjà parce que vous allez plus facilement, si c'est vous qui fixez ce bankroll management, vous allez plus facilement vous y tenir. Et c'est vraiment quelque chose qui doit être personnel, ça dépend de chacun, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ce risque de ruine, il faut savoir, est-ce que vous pensez avoir les capacités mentales pour redescendre de limite assez facilement? Est-ce que vous pensez ce qu'on appelle tilter, donc c'est-à-dire vous énerver très rapidement après 2-3 coups perdus? C'est ces paramètres-là qui sont à prendre en compte, et plus vous allez répondre oui à ces questions, plus il faut prendre un bankroll management plus conservateur. À l'inverse, plus vous allez répondre
vous avez tendance à bien à ne pas tilter, à bien redescendre de limite quand c'est nécessaire, et moins vous allez d'avoir un bon call management conservateur et en prendre un plus agressif. Donc on va passer à la partie win rate maintenant, donc en gros c'est le taux de gain en traduction littérale. Donc c'est l'avantage que vous disposez sur vos adversaires. Donc bah voilà, tout simplement. En cash game, on va le mesurer donc en BB au 100, donc ça c'est le diminutif de Big Blind toutes les 100 mains. Donc pour résumer, donc je vous ai mis les chiffres, hein. Pour 2 Big Blind au 100, ça correspond à une cave gagnée toutes les 5000 mains, et 10 Big Blind au 100, ça correspond à une cave gagnée toutes les 1000 mains. Donc une cave gagnée toutes les 5000 mains, ça peut paraître énorme. Il faut savoir qu'en très haute limite, 2 Big Blind 200 est déjà un avantage assez enfin pas considérable, mais assez satisfaisant pour quelqu'un qui va jouer aux très hautes limites. Par exemple, je pense aux tables aux blindes 5 euros, 10 euros, donc ce qu'on appelle la NL 1000, donc, puisque la cave est à 1000 euros. Et 2 Big Blind 200 sera déjà un très bon résultat. A l'inverse, 10 Big Blind 200, donc une cave gagnée toutes les 1000 mains, c'est un résultat impossible à atteindre aux plus hautes limites. Donc je pense à partir de la NL, enfin je dirais pas impossible, mais pour un joueur qui n'est qui n'est pas un excellent, voire un très bon joueur, 10 Big Blind 200 est quasiment inatteignable en NL 100-200, voire même pour les très bons joueurs. Après c'est pas vraiment à moi qu'il faut le demander, mais 10 Big Blind 200 est quelque chose qui est très dur à atteindre, très haute limite, et c'est déjà un très bon résultat sur le long terme pour un joueur de NL10, on va dire, donc table blinde 5 centimes, 10 centimes, et donc les tables à 10 euros. Et ça fait donc seulement une cave gagnée tous les 1000 mains. Donc pour un joueur qui va jouer qu'une table en live, ça correspond à un peu plus de 33 heures de jeu. Et pour un joueur qui va jouer en ligne, donc sur des tables à 6 joueurs, admettons, donc ça fait on joue environ 90 mains de l'heure, ça fait à peu près un peu plus de 11 heures de jeu. Donc on se rend déjà compte là que pour gagner une cave, il va falloir jouer énormément, ou alors jouer plusieurs tables à la fois. Donc on va pas rentrer tout de suite dans la partie multitabling et compagnie, mais on se rend tout de suite compte là que il va falloir jouer énormément de mains pour réussir à monter une bankroll. Et en tournoi, donc on le mesure à l'aide du retour sur investissement. Donc pour ceux qui seraient dans la finance, ils en ont peut-être déjà entendu parler, ou ROI en anglais, donc Return on Investment. Et donc il se calcule ainsi. En gros, vous prenez le gain net, donc si vous 5 euros de gain net, ça correspond à 15 euros de gain total. Pour 10 euros de MTT, donc MTT c'est le diminutif anglais pour Multi-Table Tournament, donc qui signifie tournoi multitable en français. Donc si vous avez 5 euros de gain net pour 10 euros de MTT, bah, ça équivaut à un retour sur investissement de 50%. Donc je vais pas développer beaucoup plus ici. Retenez que 50% de retour sur investissement en tournoi multitable, c'est déjà un bon résultat. Et en sit and go, donc tournoi à 9 joueurs, c'est quasiment inatteignable à partir des sit and go à 1 euro. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque je vais vous présenter les résultats des calculs, puisque j'ai moi-même je me suis fait une petite feuille Excel me permettant de calculer un peu plus rapidement en fonction du risque de ruine et du win rate le nombre de caves dont vous avez besoin. Donc je vous ai mis les résultats pour des basses limites. Alors pourquoi uniquement pour les basses limites pour l'instant? Ça correspond au troisième terme que j'ai pas encore développé, le standard déviation. Donc le standard déviation en gros c'est un terme mathématique pour expliquer que vous gagnez pas autant à chaque fois que vous jouez au poker. Si on reprend le cas des sit and go par exemple à 1 euro, admettons que vous en jouez 10 et que vous gagnez je sais pas 13,50 €, donc vous avez 35% de retour sur investissement, donc ce qui est déjà assez exceptionnel. Donc vous avez gagné 13,50 €. Sur ces 13,50 €, vous avez donc 1,35 € de gain moyen à chaque partie.
Donc à chaque fois que vous avez joué, puisque vous avez 35% de retour sur investissement, à chaque fois que vous avez joué 1 euro, vous avez gagné 1,35 €, ce qui vous est 35 centimes de bénéfice. Le standard déviation, en gros, ça vous explique que sur toutes ces 10 parties, en fait, vous avez peut-être fait 7 fois en dehors de l'argent, donc 7 fois vous avez gagné 1 euro, et 3 fois vous avez gagné le sit and go, donc vous avez gagné 4,50 €, ce qui vous donne 13,50 € de résultat au final. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. Ou bien vous avez, je sais pas, fait 2 victoires, une deuxième place, une troisième place. Donc il y a 6 tournois où vous avez pas fait dans l'argent également. Donc le standard déviation, c'est exactement ça en fait. Ça vous explique que vous n'avez pas gagné autant à chaque partie, et du coup c'est à prendre en compte aussi dans le calcul, puisque plus vous allez avoir des périodes où vous n'allez pas gagner d'argent, et plus vous avez besoin d'avoir une bankroll suffisamment élevée en fait. Et du coup, en basse limite, en moyenne limite ou en haute limite, ce standard déviation va différer, puisque les joueurs vont être de plus en plus agressifs, donc vous allez être obligé de jouer des pots plus importants avec des avantages de moins en moins conséquents. Et du coup, ça va devoir, moins vous avez d'avantages, plus, par exemple, au lieu d'être à chaque fois avec paire d'as contre, je sais pas, 5 et 6 en très basse limite parce que ça s'est pas joué, et donc vous allez être favori souvent à 80%, donc vous allez gagner le coup 4 fois sur 5 et vous allez perdre une fois sur 5. En plus haute limite, ça va partir à tapis, vous aurez un avantage seulement de 60% face à 40%. C'est toujours bien joué, c'est toujours gagnant, mais ça va occasionner plus de cas où vous allez perdre, même si ça reste gagnant quand même et qu'il faut quand même le faire. Ça va occasionner plus de cas où vous allez perdre le pot, et ça vous oblige donc à avoir un nombre de caves plus élevé. C'est toujours la même chose en fait. Et du coup, c'est ce tableau qui correspond aux basses limites n'est applicable que pour les basses limites. Je sais pas si c'était exceptionnellement clair, j'espère que ça l'était. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, hein, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris. Donc on va prendre là le risque de ruine de 0,1%. Donc au départ, si vous êtes légèrement gagnant, donc 6 big blinds au 100, donc après c'est à vous de voir. Vous pouvez faire une petite moyenne au bout de mettons 10 000 mains jouées, ça vous donnera déjà un bon indice. Et au bout de 10 000 mains jouées, vous pouvez voir si vous êtes légèrement gagnant, bon gagnant ou très gros gagnant. En dessous, je pense qu'il y a des choses à modifier dans votre jeu. Si vous n'atteignez pas les 6 big blinds de 100 Déjà, si vous atteignez 6 big blinds de 100, il reste encore des choses à modifier, mais si vous atteignez même pas les 6 big blinds de 100 au bout de 10 000 mains, n'hésitez pas à poster des mains pour demander s'il n'y a pas des choses que vous faites mal, puisqu'il y a sûrement un problème dans votre jeu. Donc on se rend compte que ça va donc pour ce bankroll management de 40k si on prend un risque de ruine très très faible et en étant légèrement gagnant. À l'inverse, un très gros gagnant qui peut vraiment prendre une gestion de bankroll très agressive n'aura besoin que de 5 caves. Donc encore une fois, c'est la même chose, plus vous êtes gagnant, moins vous avez besoin de caves, plus vous prenez un risque de ruine élevé, et moins vous avez besoin de caves également. Donc pas grand chose à dire, on va passer aux moyennes limites, sur lesquelles vous avez un nouveau tableau tout simplement, ou avec alors de nouvelles valeurs, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, à mon avis le 10 big blind 200 va être très 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 difficile à obtenir déjà aux moyennes limites. Je pense que quelqu'un qui a 8 big blind 200 de moyenne est déjà un très bon joueur à ces limites là. Et 4 big blind 200 déjà devient un bon résultat. Pour vous, juste petit aparté sur le standard déviation que j'expliquais, si on prend ici, donc je vais essayer d'amener la souris, je sais pas si on va la voir, là voilà. Si on prend le cas du bon gagnant, donc avec un risque de ruine de 0,1%, donc 6 big blinds de 100 et risque de ruine de 0,1%, en moyenne limite il faut 60 caves, alors qu'à l'inverse, en basse limite, on peut se rendre compte qu'ici, il y avait besoin seulement de 40 caves. Donc c'est exactement ce que je vous disais, à partir des moyennes limites, vous allez vous retrouver avec des joueurs un peu plus agressifs,
et du coup il vous faut plus de caves. Voilà, et pour les plus hautes limites, voilà le bankroll management. Donc on se rend compte que si on est très légèrement gagnant, là il faut un nombre de caves impressionnant, pardon, si on veut un risque de ruine très faible. Donc 250 caves en étant légèrement gagnant, et à l'inverse, un très gros gagnant qui serait assez riche quand même, puisque 20 caves en NL200 c'est quand même 4000 euros. Si on prend le cas d'un, je sais pas, d'un milliardaire qui a envie de s'amuser et qui mais bon, généralement ce sera pas un très gros gagnant. Quelqu'un qui aurait d'énormes moyens n'aurait besoin que de 4000 euros de bankroll pour jouer à une L200 avec un risque de ruine de 20% et en étant très gros gagnant. Donc c'est vraiment un cas utopique, hein. Je pense qu'il n'y a pas de très gros gagnants qui ont envie de prendre un risque de ruine de 20% arrivé aux très hautes limites. Euh, donc voilà, encore une fois, à vous de choisir votre gestion de bankroll, à vous de prendre un petit papier, un crayon, de faire vos calculs, et de choisir la gestion de bankroll qui vous plaît le mieux. Alors, on était au cash game, on va passer au tournoi. Donc voilà la gestion de bankroll pour les tournois. Donc chaque case, il faut prendre à gauche, tout à gauche c'est 0,1%, le nombre d'après c'est pour un risque de ruine de 1%, 5% et 20%, c'est la même chose dans toutes les cases. Donc là-dessus en fait le standard déviation n'a plus rien à voir, enfin n'a plus rien à voir avec les adversaires, si, mais beaucoup moins, c'est beaucoup moins important, que c'est même négligeable. Et en fait, le standard de déviation va être créé par le choix de votre tournoi en fait. Sur un sit and go, les écarts de gains vont de, pour le vainqueur, il va remporter 5 fois son buy-in. Le deuxième va remporter 3 fois son buy-in et le second 2 fois. Ce qui fait, et les 7 autres joueurs restants vont perdre le buy-in de départ. Donc ces écarts de gains, c'est ça qui va créer le standard de déviation. Et donc plus vous allez jouer des tournois à un nombre de joueurs important, par exemple si vous prenez un tournoi à 1000 joueurs, là le premier va pas prendre 5 fois son buy-in mais 200 fois son buy-in généralement à peu près. Et à l'inverse, le joueur qui finit dans les premières places payées va prendre 1,5 fois son buy-in. Donc ces écarts de gains importants vont faire que vous pouvez être un joueur bien gagnant, mais avoir de longues périodes sur les tournois multitables où vous n'allez pas faire de places payées. Donc c'est ça qui va demander une gestion de bankroll beaucoup plus grande. Enfin, une gestion de bankroll beaucoup plus grande, non. C'est d'avoir beaucoup plus de caves de réserve, enfin de buy-in de réserve dans votre bankroll. Et on peut voir en fait qu'au plus haut de limite, si on prend une gestion de bankroll très très conservatrice, donc 0,1%, pour jouer des tournois à 1000 joueurs, donc il vous faut 1130 buy-in. Donc même si j'ai marqué qu'il fallait diviser par 2 pour un bon joueur régulier et par 3 une fois qu'on est un gros gagnant, 1130 divisé par 3, on va atterrir pas loin des 400 buy-in. Donc en gros, pour jouer des tournois à 100 euros, il vous faut pas loin de 40 000 euros de bankroll si vous voulez avoir une gestion de bankroll correcte. Et on se rend là tout de suite compte que ça va être très dur d'être un joueur pro de tournoi, même si ça existe. Ça va être très très dur, et donc c'est sur le cash game qu'il va falloir se reporter pour vraiment gagner de façon régulière de l'argent, ou sur les sit and go éventuellement. Mais ce n'est pas la stratégie en sit and go est assez différente de celle en tournoi, donc pour l'instant je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a un peu rien à voir. Enfin, c'est pas que ça a rien à voir, mais c'est des stratégies différentes, je m'embrouille un peu. Tout ça pour dire que ça va être très dur pour un joueur débutant de gagner de l'argent en tournoi, et qu'il va falloir vraiment se concentrer sur les sit and go et sur le cash game au départ pour faire sa bankroll, et vraiment utiliser les tournois comme moyen de donner un coup de boost, et non pas comme un moyen d'augmenter régulièrement sa bankroll. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Différents liens, donc le site evplus.com, donc qui vous permet en gros de faire votre propre simulation de bankroll avec le standard déviation, le win rate et le risque de ruine, donc on a vu
précédemment. Si vous avez besoin de conseils sur les chiffres à rentrer dedans, n'hésitez pas à me contacter encore une fois dans les commentaires de la vidéo. Un autre article du bankroll management de Club Poker qui est très bien fait, je peux que vous le conseiller, et sur le forum de Club Poker, un sujet sur le bankroll management agressif, où je sais plus qui c'est qui avait posté ça, mais en gros il partait, l'idée était de monter de limite quand il possédait 6 caves, et de descendre de limite quand il n'en possédait plus que 4 de la limite inférieure. De la limite, donc ça donnait beaucoup de montées et de descentes de limite, et il a réussi à prouver en gros que un petit avantage sur la limite pouvait suffire si on avait enfin un petit avantage sur toutes les limites et un gros avantage surtout sur les limites du bas permettait de créer une bankroll très très conséquente, mais qu'il fallait bien évidemment respecter le bankroll management. Donc si vous voulez continuer à explorer ce domaine, je peux que vous conseiller ces liens là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, je pense que ce sera quelque chose sur les sit and go, puisque une fois qu'on a choisi notre gestion de bankroll, on va vite se rendre compte que l'un des moyens les plus simples de la faire grimper au départ, c'est d'utiliser les sit and go de plus basse limite. En plus, ça permet d'acquérir les stratégies de base, le jeu serré, quelques bases de jeu post-flop et de jeu pré-flop. Donc on va s'attaquer au sit and go sur la prochaine vidéo, et voilà, j'espère que je la mettrai en ligne le plus rapidement possible. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo, dire ce qui vous a plu, ce qui était chiant, voilà, n'hésitez pas, et bonne semaine à tous, et puis à la prochaine. Salut!